L'affaire a glacé le sang des policiers. Depuis ce village vaudois, un pédophile payait des parents aux Philippines pour qu'ils violent leurs enfants en direct. Nous l'appellerons Christian, et derrière sa webcam, Christian regardait des fillettes endurer des sévices sexuels. Voici des extraits de messages, parmi 11 000 autres, retrouvés dans son ordinateur avec des mamans aux Philippines. Chaque échange est suivi d'un appel vidéo qui dure parfois près de 15 minutes. Le Vaudois a été condamné à 10 ans de prison. Mais une question reste, que sont devenus les enfants aux Philippines? De Lausanne jusqu'à Manille, nous avons cherché des réponses. Notre enquête commence avec les 800 pages du dossier de police auquel nous avons eu accès. Première surprise, pas de dark web ou de site caché. Le Vaudois commanditait les abus aux familles sur des réseaux sociaux mainstream. Il utilise notamment WhatsApp. La police vaudoise a-t-elle réussi à identifier les enfants sur place? Cette question, nous sommes allés la poser au QG de la police cantonale. Jean-Christophe Sautrel nous répond. Il y a une déception très claire parce que les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier les victimes. On sait qu'il y a probablement une trentaine de victimes de ce qu'on a pu évaluer à ce stade-là, mais malheureusement, on n'a pas d'informations, on n'a pas pu identifier ces victimes par manque de collaboration des autorités philippines. Pourquoi on n'a pas pu les identifier, justement? Dans le cadre de l'entraide internationale, au final, c'est le pays concerné qui décide s'il veut ou pas collaborer avec les autorités qui le demandent. Le procureur et les enquêteurs étaient prêts, y compris organiser un déplacement s'il le fallait là-bas pour identifier ces victimes. Ça n'a pas été possible. Après, on ne sait pas ce qui a été fait par les autorités concernées. Dans leur rapport, les policiers consignent froidement la perversité du Vaudois et des familles complices sur place. Le prévenu demande ensuite s'il peut montrer son pénis à la petite fille, ce que la femme accepte. Ensuite, il demande à ce que la jeune fille ouvre sa bouche. Le 14 février 2022, le prévenu demande à son interlocutrice de lécher le sexe de sa fille ou de sa nièce, âgée de 6 ans. Il propose ensuite d'envoyer des cadeaux supplémentaires afin de prendre la jeune fille en levrette. Les enquêteurs relatent des dizaines de conversations comme celle-là. La police est souvent démunie face à des actes qui ont lieu en live à l'autre bout de la planète. Eric Kaltenrieder, le patron du très puissant ministère public vaudois, le reconnaît. Dans le cas de Christian, ses agissements ont bien failli passer sous le radar. Alors c'est au détour d'une autre infraction qui lui était reprochée que nous avons découvert dans son téléphone des vidéos compromettantes qui ont conduit à l'extension de cette enquête qui nous a conduit vers les Philippines. Donc c'était un peu un coup de chance, on pourrait dire. Il en faut, mais je pense qu'effectivement, c'était pas là, dans cette direction qui était orientée à la base, les infractions, car il n'y avait pas de suspicion de la commission de telles infractions par cette personne. Si le téléphone de Christian a été inspecté, c'est parce qu'il est passé à l'acte, avec des attouchements sur une petite vaudoise de 4 ans. Dans le dossier de police, une page retient notre attention, une liste. Ce sont les comptes bancaires des utilisateurs qui recevaient les paiements du pédophile vaudois. Certains ont indiqué une adresse physique aux Philippines. Alors, pour tenter de connaître le sort de ces enfants et pour mieux comprendre ce phénomène inquiétant du live stream pédocriminel, on a décidé de partir. À 11 000 km de la Suisse, Manille, la capitale des Philippines. 16 millions d'habitants, une mégalopole au bord de l'asphyxie où les buildings ultramodernes côtoient l'ultra-pauvreté des bidonvilles.
Le soir venu, la visite de Bulgo Street, l'un des quartiers chauds de la ville, nous le confirme, la prostitution est partout. Nous sommes alpagués à plusieurs reprises par des adolescentes. On croise aussi des enfants, sans trop savoir ce qu'ils font là. Déjà débordée par ce tourisme sexuel direct, la police philippine peine à lutter contre la pédocriminalité en ligne. Le lendemain, nous nous rendons dans les locaux de la brigade chargée de combattre ce phénomène. La vétusté du bâtiment suffit à raconter leur manque de moyens. On nous fait attendre dans une salle d'interrogatoire, mais soudain, nous devons libérer la salle en urgence. Ce matin, ce bébé de 2 mois vient d'être sauvé de l'horreur grâce à une opération de la brigade. Sa mère, âgée de 25 ans, ici en jaune, venait tout juste de le vendre sur Internet à des intermédiaires locaux pour d'obscurs clients étrangers. Il s'agissait en réalité de policiers philippins infiltrés. Pour 60 000 pesos, environ 1200 francs, la mère a remis en main propre son nouveau-né lors d'une rencontre avec ses faux acheteurs. Face aux enquêteurs, elle peine à se justifier. Ibigay sa iba. Nahihirapan din po kasi ako dun yung ano ko, yung sa baby ko. Kanino mo nakuha yung ideya na yan? Sa mga ano lang po, sa mga Facebook, sa mga bayan po nun lang po kasi marami po mga baby ano dun. Sa Facebook? May nagbebenta sa Facebook? Nakapost? Baby for sale, gano'n? Wala po. Paano mo nalaman? Ce genre d'affaires est monnaie courante aux Philippines. Armelinda, la chef de l'unité, reste impassible. Elle est pourtant elle aussi mère de famille. Ce genre de crime sert aussi à alimenter l'industrie de la pédocriminalité en ligne. Si ce sont des étrangers qui adoptent l'enfant, comme ici avec ce bébé, ils vont l'élever. Ensuite, quand il aura 5 ou 7 ans, ils vont l'exploiter. La lieutenant-colonel nous explique alors la chaîne de prédation autour de cette industrie. En général, ici, l'auteur des violences est la propre mère de l'enfant. Le client étranger va enseigner à la maman comment faire. D'abord, la mère s'offre elle-même. Ensuite, le client étranger, quelle que soit sa nationalité, veut plus jeune. Il demande alors les enfants de la maman. Pour faire quoi? Pour des photos nues de l'enfant ou des viols. Dans ce cas, cela implique un autre homme philippin. Cela peut aussi être le père ou le frère. Et combien payent les étrangers pour ça? Le tarif usuel, c'est l'équivalent de 25 francs suisses. À la fin de l'interview, nous lui parlons du dossier vaudois. On lui explique que les autorités philippines n'ont, semble-t-il, jamais donné suite. On lui montre le logo de la police cantonale vaudoise. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ce logo, non, il ne m'est pas familier. On lui donne ensuite le nom du pédophile vaudois. C'est cet homme de Suisse. On peut étudier le dossier, même si les faits remontent à plusieurs années. On peut le valider et préparer un sauvetage si nécessaire. Le dossier du pédophile vaudois et de ses ramifications philippines semble donc s'être perdu dans les méandres de la coopération policière internationale. Mais comment l'expliquer? Pour le savoir, nous nous rendons à l'adresse de l'ONG la plus en pointe dans la traque aux pédocriminels. Dans ces locaux ultra sécurisés, George Salang nous reçoit. Hi Jerome, nice to meet you. Welcome to IJM. À sa retraite, cet ancien tireur d'élite américain est venu travailler ici pour sauver les enfants, dit-il. Il a peut-être une explication pour nous. Je ne sais pas si le dossier s'est perdu parce que je ne connais pas ce cas. Une chose est sûre, il y a tellement de signalements qui arrivent ici, pas seulement de Suisse. On a des pédophiles qui regardent depuis l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie. En 2022, 500 000 enfants ont été exploités pour ce genre de production, rien qu'aux Philippines. On lui pose alors la question qui nous travaille depuis notre arrivée. Pourquoi l'archipel est-il devenu le centre mondial de cette industrie du live stream pédocriminel?
Presque tout le monde parle anglais ici. Chaque enfant comprend et connaît l'anglais. L'autre facteur, c'est l'accès à Internet très facile. Ici, vous pouvez charger votre téléphone pour $1, $1,50 et rester connecté toute la semaine. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus pour commettre ce crime. Le Covid a aussi joué un rôle énorme. Durant la pandémie, toujours plus de familles se sont tournées vers cette industrie pour survivre. En sortant, on s'est dit que c'était tout simplement impossible de retrouver les enfants victimes du pédophile vaudois. Et puis, il y a eu cet email venu d'une source aux Philippines. Je dirige un centre pour enfants victimes. 3 d'entre eux ont été violés en ligne pour un client suisse. C'est peut-être votre homme. La piste des enfants perdus du pédophile vaudois nous réservait encore de grosses surprises. Notre enquête prend la direction du nord des Philippines, la baie d'Olongapo City. Cette ville s'est construite autour d'une immense base navale américaine. Prostitution, exploitation sexuelle, abus sur des enfants. Dans les années 70, la présence US a aussi eu ses trafics. Pour recueillir ces victimes, un lieu spécial a vu le jour. Un refuge à l'abri dans les terres qui accueille aujourd'hui des enfants de tout le pays. Un lieu tenu secret pour les protéger de leurs familles prédatrices. Si les victimes du pédophile vaudois ont été recueillies, c'est ici que nous allons les trouver. Ce sont des vies presque normales. Sauf qu'ici, ces jeunes filles, et parfois de très jeunes enfants, tentent de revivre après l'indicible. Lors de ce tournage, elles sont une soixantaine à vivre en permanence derrière ces murs. Francis Bermido travaille depuis 20 ans à la Fondation Preda. Depuis quelques années, cet ancien travailleur social, aujourd'hui directeur du centre, voit arriver toujours plus de victimes liées au live stream pédocriminel. Ano oras dumarating yung mga estudyante, ma'am? Okay. Okay. So mga 4:30 yung mga estudyante, nandito na sila. La plupart des enfants que nous aidons ici ont été victimes de viols par des membres de leur propre famille. Les cas ont explosé avec la pandémie de Covid. Beaucoup de parents ont perdu leur travail, leurs enfants n'allaient plus à l'école. Cela a créé une situation où ces enfants sont devenus vulnérables. La famille est au bord de la pauvreté et voilà qu'arrive une offre d'un riche étranger. C'est comme ça que débute l'exploitation en ligne des enfants. La pédagogie de la Fondation Preda valorise l'expression. Chaque après-midi, les enfants dessinent, ils racontent leurs espoirs et leurs cauchemars. Mais une autre méthode est aussi employée, plus impressionnante. Nous sommes exceptionnellement autorisés à filmer. On nous fait alors entrer dans une salle totalement sombre. Dans cette salle insonorisée, pendant 40 longues minutes, la bande-son des abus sexuels vécus par ces enfants. À ces enfants victimes d'abus sexuels, la société dit de rester silencieux, de ne rien dire sur ce qu'ils ont vécu. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut jamais oublier ce genre d'agression. Durant la thérapie de libération des émotions, une psychologue motricienne encourage les enfants à exprimer leurs émotions difficiles et négatives. Pour beaucoup, c'est seulement durant ces sessions qu'ils peuvent enfin confronter leur bourreau ou leur agresseur.
L'un de ses enfants a-t-il été victime à distance du pédophile vaudois? C'est en tout cas l'hypothèse que nous a suggérée le père Scheikelen. Ce prêtre d'origine irlandaise a fondé le centre dans les années 70. Il a dédié sa vie au combat contre le trafic d'êtres humains. À l'époque, il enseigne à Olongapo City. La base navale américaine est alors l'une des plus grandes du monde. Un jour, j'ai découvert à Olongapo City une douzaine d'enfants, âgés d'à peine 9 ans, qui souffraient de maladies vénériennes. Je les ai interrogés et j'ai recueilli leurs histoires terribles. Ils m'ont parlé de ces trafiquants qui les avaient vendus à des marins américains ou à des pédophiles locaux. Alors j'ai simplement voulu les protéger. Hi kids. Hi Jas. Scheikelen est l'homme qui nous a contactés par email. Avec Francis Bermido, il nous emmène à la rencontre de 3 enfants, Rita, Jason et Hendrik. Tous ont subi des abus sexuels, des abus commandités à distance par un citoyen suisse. Les dates correspondent avec le dossier vaudois. Accompagnés d'une travailleuse sociale, ces 3 cousins acceptent de nous raconter leur histoire. Lina avait 8 ans quand les viols ont commencé. La première fois, nous étions en train de jouer. Mon oncle m'a appelé dans sa chambre au 2e étage. Il m'a montré son téléphone portable et j'ai vu un étranger. J'ai dû dire bonjour et montrer mon nombril. Ensuite, ils ont enlevé mes vêtements un par un. Après, c'est devenu pire. États-Unis, Canada, Allemagne, et j'ai oublié le reste. Jason avait seulement 5 ans. L'anxiété du garçon est quasi incontrôlable. Il me demandait toujours de montrer mes parties intimes. C'était difficile. Chaque matin, quand je me réveillais, il m'appelait pour participer à des appels privés avec des étrangers. Je suis nerveux et je suis en colère. Rita était la favorite des étrangers. Elle n'a qu'1 jour de repos par semaine. Si elle ne s'exécute pas, elle est laissée toute la nuit à la rue. Ses parents adoptifs priaient pour elle avant chaque appel d'un étranger. Un jour, elle leur demande pourquoi elle doit subir tout ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'argent pour réparer le toit. Le toit en question, nous l'avons retrouvé. Dans cette rue d'un village près d'Olongapo City. C'est dans cette maison que Lina, Jason et Hendrik ont été violés pour des étrangers derrière leur webcam. On comprend alors que le streaming pédocriminel se la rapporte. C'est la seule maison de la rue qui dispose de la TV par satellite. Nous sollicitons le chef de la communauté locale. Comme 90% des Philippins, Oscar Gabriel est catholique. Il ne veut pas aller devant la maison en question, il a peur de créer le scandale. Mais il se souvient bien que lors de la pandémie, alors que la population souffre durement des restrictions économiques, la famille là-bas, elle, ne semble pas vraiment affectée. En fait, leur maison a été réparée. Ils ont changé le carrelage et ils ont entièrement rénové l'intérieur. Avec leur contact avec les étrangers, ils ont tout réparé. Ils ont pu acheter de l'électroménager, la façade a été repeinte et le toit de la maison a aussi été restauré. Ce jour-là, il n'y a personne dans la maison. Oscar Gabriel nous emmène alors dans le bureau où il reçoit les habitants du quartier. Personne n'a rien vu selon lui, personne n'a vraiment voulu voir. Il y a certaines personnes qui se disent que c'est une manière de gagner de l'argent facilement. Bien sûr, il y a de la pauvreté partout aux Philippines, mais cela n'excuse pas ces actes. Il y a d'autres moyens d'avoir une vie meilleure. Les oncles de Lina auraient gagné plus de 4 500 francs en exploitant la petite fille, soit 1 an de salaire moyen aux Philippines. En retournant à la Fondation Preda,
Francis et le père Scheikelen nous divulguent des détails sur le dossier et notamment l'implication du citoyen suisse. Mais surprise, le nom du pédophile n'est pas celui du Vaudois. Il s'agit d'un Suisse allemand domicilié en Argovie. Rita, Hendrik et Jason ont donc bien été victimes d'un Suisse, mais pas celui que nous pensions. Les victimes du pédophile vaudois n'ont donc probablement jamais été secourues. La police philippine n'a pas répondu aux demandes de la Suisse parce que ce sont des incompétents. Leurs équipes pour combattre ce fléau sont réduites. Ils n'ont pas de formation. Ils refusent d'investir. Ils n'en voient pas l'intérêt. Pour terminer cette enquête, nous nous rendons alors dans un village avec notre traductrice armée de cette liste. Souvenez-vous, elle figurait dans le dossier de police vaudois. Ce sont les comptes bancaires qui recevaient les paiements du pédophile vaudois. Certains sont liés à des adresses physiques. Mais dans les villages philippins, une adresse n'est jamais précise. Nous cherchons une certaine Abby Toupas. Elle a reçu de l'argent du Vaudois. Finalement, une habitante nous désigne une maison. Nous entrons chez elle. Abby finit par descendre. Abby est en fait un homme qui affirme ne pas se souvenir d'avoir discuté avec un Suisse. Quand on évoque un rapport de police en Suisse, il admet des discussions en ligne tout au plus. Abby assure aussi qu'il n'y a pas d'enfants ici. Devant chez lui, ils sont pourtant nombreux. Nos questions le mettent mal à l'aise, nous devons partir. Le sort des enfants victimes du pédophile vaudois reste donc inconnu. À ce jour, certains auteurs présumés n'ont visiblement pas été inquiétés par la police. En quittant la Fondation Preda, Lina nous adresse un dernier message. Merci d'être venu. J'espère que d'autres enfants seront aidés et qu'ils oseront dénoncer pour ne pas avoir à vivre ça encore. Nos questions sur le dossier vaudois et les détails communiqués aux autorités philippines changeront peut-être les choses. C'est en tout cas ce que l'on nous a promis avant de partir.